Bonjour tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus pour assister à notre séminaire. Ça marche pas non plus. Et c'est l'existant, l'architecture comme ressource qui fait partie d'un cycle de 3 séminaires et qui conclut ce cycle. Le premier a eu lieu en juin 2022, le deuxième c'est en février 2023. Je vais vous présenter après comment vous pouvez trouver en fait les sources, les communications. Mais avant de présenter le contexte scientifique, je donne la parole à Raphaël Labroni, le directeur de l'école, pour le mode institutionnel. Merci Noura. Bonjour à tous et bienvenue à l'école d'architecture de Normandie pour ceux qui viennent de loin. Je vais être très très bref parce qu'en général quand le directeur dit son mot d'accueil, c'est là qu'on regarde ses mails et son Instagram. Donc juste un premier mot, vous dire merci. Merci aux organisateurs, au conseil scientifique et aux contributeurs qui ont bien voulu participer à cette journée. Et puis tous les participants, je vois qu'il y a des étudiants qui viennent et c'est heureux pour partager ces questions scientifiques. Merci à Noura Arabe et François Fleury de l'organisation scientifique. Je suppose aussi que Claire Rosset et Clémentine Boisnoir ont dû aussi participer de manière très concrète à cette organisation. Je suis très content aussi de voir que ces journées-là amènent à des productions de publications. Donc les 2 premières journées sont disponibles en publication, donc je suppose que c'est prévu aussi pour ces 2 journées, ce qui permettra à tout le monde de pouvoir diffuser, on va dire, au-delà de ces 2 journées de travail. Le deuxième mot, c'est peut-être dire que cette 3e journée est un peu particulière parce que elle s'intéresse à la question de l'existant, dont j'imagine que la question de savoir ce que ça regroupe sera posée au cours des 2 journées. Vous savez que c'est peut-être une des caractéristiques, une des spécificités de l'école de Normandie qui, depuis 25 ans, dispose d'une formation de spécialisation dans le domaine avec l'Université du Havre. Et pour pas, on va dire, s'asseoir sur nos acquis, nous travaillons à conforter et à renforcer cette formation. Nous avons, on va dire, renforcé nos liens avec l'Université du Havre pour faire en sorte que ce master évolue petit à petit. Un des enjeux, c'est notamment de faire évoluer aussi vers la recherche, puisque historiquement, c'était vraiment une formation très professionnalisante et que nous souhaitons, on va dire, embrasser la question de l'existant dans toute la chaîne, jusqu'à la question aussi du réemploi, puisque à partir du moment où on intervient sur un édifice, on fait du curage, on démonte et on va produire des déchets. Et donc un des enjeux finalement de l'évolution de ces formations et des réflexions qu'on peut mener dans la recherche, c'est justement on va dire d'élargir la question des méthodes de travail, pas dire académiques, mais de l'intervention de l'architecte sur l'existant, lié aux questions énergétiques, voilà, de changement de menuiserie, de façade, etc., qui sont des questions qui sont assez récurrentes, jusqu'à vraiment avoir une analyse complète en termes de bilan carbone et de qualité architecturale de l'opération. Et donc on commence à monter avec l'Université du Havre et le hangar 0 situé au Havre un projet que l'on a appelé Grand Chantier, qui vise justement à traiter ces questions, on va dire de la réhabilitation jusqu'au recyclage, en passant par le réemploi et tout ce qu'on peut imaginer comme différentes choses. Donc dans les mois qui viennent, j'espère qu'on pourra petit à petit annoncer des actions très concrètes d'ouverture de formation et de création on va dire de recherche. Et à côté de ça, on a aussi un deuxième projet qui a trait aussi aux questions que vous allez vous poser pendant 2 jours, mais la création d'une chaire Auguste Perret avec nos partenaires du Havre. Et on a un premier doctorat qui sera financé à partir de l'année prochaine sur la question des bétons, autre vaste problème qui sont posés notamment dans des milieux marins comme
comme au Havre, et la question du patrimoine de la reconstruction, qui est un sujet en soi, puisque vous savez qu'en Normandie, on est quand même tributaire d'un patrimoine très particulier, spécifiquement concentré, on va dire, en Normandie, du fait des faits de guerre dans les années 40. Et donc, on a voilà, ces orientations qui sont prises par l'école à l'appui, on va dire, de son expertise de 25 ans de formation dans le domaine. Je vous souhaite 2 belles et bonnes journées de travail. J'espère peut-être vous rejoindre pour certains ce soir si j'y arrive. Mais comme on est en plein dialogue de gestion et de préparation budgétaire, malheureusement, j'ai peu le temps pour assister à certaines communications que j'aurai plaisir de lire dans quelques mois, parce que vous irez très vite à rendre vos manuscrits à Noura et François. Voilà. Et merci. Merci Raphaël. Je souhaite d'abord remercier le laboratoire ATU, Architecture, Territoire, Environnement, et au ministère de la Culture et à la métropole de Rouen-Normandie d'avoir participé au financement de cet événement scientifique. Comme j'ai dit, que ça fait partie des 3 séminaires qui ont eu lieu en 2022 et 2023. Vous pouvez trouver toutes les communications scientifiques sur le site de la chaire Ressources naturelles renouvelables, climat et architecture en cliquant sur Recherche, séminaire. Et là, vous trouvez les vidéos de chaque communication. Et si vous avez envie, vous pouvez trouver les 2 ouvrages dans lesquels on a publié les articles détaillés. Merci aussi au comité scientifique composé de Ancoste, professeur à l'école de Grenoble, Isabelle Fortuné, docteur en génie civil qui va se joindre à nous demain, et Antonella Mastrorilli, professeur à l'école de Lille, Vincent Véchamp, qui malheureusement avec Antonella ne peuvent pas se joindre à nous pour des questions de santé, à Isabelle Conchéreux, qui est professeur à l'école de Fribourg, à l'école technique d'architecture et d'ingénierie à Fribourg en Suisse, et à François bien sûr, et à Claire Rosset qui va se joindre à nous aussi. Et merci Anne, Isabelle et Claire pour se joindre à nous pour animer les séances aujourd'hui. Je laisse François présenter le cadre scientifique. Ouais, merci. Merci encore d'avoir répondu à l'appel pour cette journée, pour ces journées pendant lesquelles on va travailler ensemble à essayer de comprendre comment avancer, comment produire de la connaissance pour peut-être imaginer que l'hypothèse de ne plus construire de neuf tant qu'on n'a pas utilisé tous les édifices vacants prennent une certaine consistance. Le terme qui est commun aux 3 séminaires, c'était le terme ressources, hein, c'est celui qui présidait à la naissance de la chaire. Et le terme ressources, au départ, il avait une connotation plutôt pour qualifier les matériaux, et c'était dans l'idée que les matériaux comme ressources, c'était pas une ressource dans laquelle on pouvait puiser comme ça de façon illimitée. C'était plus dans l'idée qu'une ressource, c'était quelque chose qui était local, c'est-à-dire que c'est dans un environnement accessible. Il y avait cette dimension-là, il y avait aussi la dimension, dans le terme ressource, d'un appui, un appui pour rebondir. Alors c'est vrai qu'il y a le qui veut dire qu'on va chercher peut-être à se ressourcer aussi et à voir comment tenter de trouver un chemin parallèle par rapport aux logiques de production actuelles qui prolongent un système qui quand même a conduit à des désastres écologiques et sociaux malgré tout. Et donc, ce terme de ressources appliqué aux matériaux, on comprend assez bien comment il peut fonctionner pour
Pour le climat, puisque c'était le deuxième séminaire, c'était le climat comme ressource, on est déjà sur quelque chose d'un peu moins matériel, disons au sens de matériaux. Et l'idée, c'était de se reconnecter au climat comme quelque chose de positif, comme quelque chose sur lequel on devait s'appuyer aussi pour concevoir de façon adaptée au lieu. Et donc là encore, il y avait ces deux dimensions-là. La ressource comme étant qualifiant l'environnement et comme étant un point d'appui. Pour le troisième, l'idée de départ et celle qu'on rencontre habituellement, c'est de dire que l'édifice le moins polluant, parce qu'on s'inscrit quand même dans cette idée de réduire les impacts environnementaux, c'est celui qu'on ne construit pas. Et donc de dire, ne construisons plus d'édifices neufs et voyons comment on peut satisfaire nos besoins en architecture uniquement en réinvestissant les bâtiments existants. Et le bâti comme ressource, c'était une perspective, c'est-à-dire qu'il pouvait être une ressource aussi bien en termes de carrière de matériaux, comme ça a été le cas depuis toujours, mais ça pouvait aller jusqu'au fait que le bâtiment en lui-même pouvait être en soi déjà approprié sans être obligé de le démanteler. Là, l'idée, c'est que c'est pas l'édifice qui est la ressource, c'est l'architecture comme ressource. Donc on a fait glisser un petit peu le propos pour réfléchir au fait que peut-être que c'est l'intelligence qui a été mise dans l'édifice qu'il faut retrouver pour qu'on puisse pleinement tirer parti de ce qui a été fait avant. Et donc s'appuyer sur ces caractéristiques intrinsèques, mais pas uniquement. C'est-à-dire que c'est pas que une intelligence de la conception, c'est aussi ensuite ce que l'architecture signifie, qui peut être des points d'appui pour continuer à faire de l'architecture. Du coup, on avait proposé un certain nombre de questionnements dont vous vous êtes saisi et de façon assez riche, qu'on a pu après organiser en 4 grands thèmes. Sans doute que la première question n'était pas forcément dans le champ directement du réseau qu'on a sollicité, celui essentiellement des écoles d'architecture, qui était en fait la question de l'inventaire, des possibilités, des méthodes d'inventaire aussi de ce qu'offre un territoire en termes de logements vacants, de potentiel, de typologie, etc., qu'il va bien falloir quand même aborder si on veut crédibiliser cette idée qu'on ne va plus construire de neuf. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, avec la métropole, par exemple, de Rouen, avec laquelle on collabore parce qu'ils sont en train de travailler sur les grands plans stratégiques pour l'avenir, eh bien, si on veut faire passer l'idée qu'on ne fait que de la réutilisation et qu'on n'a pas d'inventaire sur le territoire de logements inoccupés ou de logements ou d'infrastructures avec leur potentiel, c'est difficile de construire quelque chose de façon systémique à l'échelle urbaine. Bon, ceci n'a pas été traité, en fait. Et bon, peut-être que c'est quelque chose auquel il faudra qu'on réfléchisse. Il y a aussi une autre dimension qui n'a pas été traitée, c'est celle de l'évaluation objective de ce qu'on fait. C'est-à-dire que, mais ça a été un peu difficile pour l'ensemble des 3 séminaires d'amener progressivement aussi peut-être la recherche en architecture à aller au bout de sa réflexion. C'est-à-dire que les idées qu'on brasse, les concepts, les théories vont nourrir une réflexion très, très profonde et subtile sur la manière de faire de l'architecture avec ses ressources. Et
ça a quand même été le cas pour le deuxième séminaire sur le climat. On a un peu l'intuition qu'on peine en revanche à dresser des retours d'expérience, un peu quantitatifs malgré tout, ou en tout cas une évaluation, ça peut être qualitative, mais de suivre les projets réels qui sortent pour en apprendre quelque chose aussi. Donc aujourd'hui, on va et demain, on va partager des expériences aussi d'architectes, concepteurs qui vont probablement nous donner des pistes aussi pour essayer d'évaluer concrètement si l'intervention sur existant va effectivement dans le sens qu'on souhaite. Voilà, parce que c'est pas parce qu'on va ne pas construire du neuf et qu'on va intervenir, qu'on va utiliser une partie de l'existant, qu'on sera forcément vertueux. Et donc, comment est-ce qu'on peut évaluer ça? Alors, ces 2 jours, donc c'est organisé en 4 grands thèmes. Le premier thème qu'on a nommé théorie et doctrine regroupe les contributions qui étaient peut-être davantage sur un format universitaire, c'est-à-dire que il y a la dimension théorique qui est très présente et qui permet de donner, on va dire, un certain cadre dans lequel on peut s'inscrire, on peut inscrire ensuite la réflexion, une sorte de prise de recul théorique, voire l'énoncé de posture architecturale argumentée. Le deuxième thème, contraintes et potentiel, regroupe en fait des contributions qui essayent de faire émerger des difficultés liées à certains corpus quand on cherche à intervenir dedans, des difficultés d'ordre technique essentiellement, mais pas uniquement. Puisque de toute façon, l'intervention sur le bâtiment existant, ce n'est pas qu'une, mais c'est évidemment quelque chose de beaucoup plus prégnant en termes de contraintes, parce que, et d'ailleurs, c'est peut-être intéressant de se dire que ces contraintes-là, ça rend cette situation de conception plus intéressante, plus complexe peut-être, et plus stimulante pour l'enseignement aussi. Donc ça, c'est le 4e thème, c'est-à-dire comment est-ce qu'on enseigne. Est-ce qu'on peut aujourd'hui en école d'architecture se dire qu'on n'enseigne plus la construction neuve? Parce que quand on sait faire de l'intervention, de l'architecture en intervention sur l'existant, on saura nécessairement faire du neuf, c'est-à-dire qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que le système de contraintes va être éventuellement plus complexe quand on intervient sur existant. Et le dernier thème, le thème qu'on a intitulé « Recherche en pratique », en fait, regroupe plutôt des interventions d'architectes en exercice qui vont partager leur quotidien. Et donc leur retour d'expérience du terrain, entre guillemets, en tout cas de la pratique, pour voir comment on peut extraire aussi de ce partage-là des grandes lignes qu'on pourrait théoriser par la recherche. Oui, mais j'en ai parlé, mais pas dans le bon ordre, parce que l'ordre qu'on a là, bon, il est un peu assujetti à d'autres contraintes que les contraintes d'un discours continu et logique. Dans ce programme, vous allez aussi avoir ce soir, peut-être tu peux en parler, Noura, c'est toi qui l'as organisé, une visite. C'est un peu frustrant parce que, en fait, nous avons organisé une visite pour découvrir et comprendre en fait les détails de l'opération de restauration et transformation ou réhabilitation complète de l'être Saint-Maclou. C'est un des édifices patrimoniaux ici à Rouen, très très connu et très emblématique.
Mais le problème que c'est la responsable de cette opération a mis un peu des conditions pour ne pas dépasser le 23 personnes pour faire cette visite. Donc ça sera que pour les intervenants et quelques enseignants-chercheurs de l'école, mais promis pour les étudiants en DU Transform S7 et S9, j'organiserai une autre visite pour vous. Ah oui, il y a aussi une intervention de un des partenaires de la chaire, la métropole de Rouen-Normandie, pour nous présenter un peu leur retour d'expérience suite à plusieurs opérations d'intervention sur l'existant dans l'objectif de réhabiliter, juste tout simplement, restaurer ou même faire une réhabilitation énergétique complète. Donc ça sera vraiment très intéressant avec le CAU 76. Donc, on démarre la première séance. Juste sur les points d'organisation concrète. Donc on va déjeuner ensemble à midi dans une salle. Oui, pour les intervenants et le comité scientifique, on est déjà en salle Colas, en premier étage. Il y a une pause du coup aujourd'hui vers 11h. Merci juste de respecter le temps de présentation pour les intervenants, c'est 25 minutes et 20 minutes après d'échange avec le public. Pour le public, si vous voulez poser des questions, il faut juste attendre l'arrivée de micro parce que sinon les gens à distance ne peuvent pas vous entendre ni enregistrer. Du coup, toutes les séances seront enregistrées. Pour les gens à distance, vous pouvez pas poser les questions de vive voix, mais n'hésitez pas à rédiger vos questions. Il y a une équipe de modératrices et modérateurs qui vont transmettre en live vos questions. Je pense. Ok, du coup, on va demander à Anne Coste de se présenter un peu plus que ce que l'on a fait aussi, et puis d'accueillir donc les deux premières contributions de la matinée. Merci, Anne. Bonjour à tous. Je ne vais pas me présenter beaucoup plus. Anne Coste, je suis architecte, historienne de l'architecture de la construction, professeure à l'école d'architecture de Grenoble et chercheur dans l'unité de recherche architecture, environnement et culture constructive. Je profite de ce que j'ai le micro pour remercier Noura et François de m'avoir invité pour animer cette première session. Il y a longtemps que je n'étais pas venue à l'école d'architecture de Normandie et c'est un plaisir de pouvoir recroiser différents collègues. Je voulais également vous féliciter pour l'organisation de ces séminaires qui me semble être une belle dynamique autour de cette question de ressources. Très, très, très stimulant. Alors, mon rôle d'animatrice, je pense qu'il consiste déjà à présenter nos deux premières intervenantes. Si j'ai bien compris, donc c'est Camille Bidot qui va... Vous êtes toutes les deux ? Donc Camille Bidot qui est docteur en architecture, qui est maître de conférence à Paris Val-de-Seine, qui je crois a un passé ici, c'est ça donc vous la connaissez donc. Et Laure Jacquin, docteur en architecture et maître de conférence à Paris-La Villette, qui vont donc nous parler de l'évolution des pédagogies du patrimoine au bâtiment ressources. Et puis la deuxième intervention sera celle de Gabriela Trotta-Brambilla, qui est docteur en urbanisme, mention architecture, et maître de conférence ici, donc vous la connaissez aussi, mais moi aussi, parce que Gabriela a passé pas mal d'années à Grenoble avec nous, et donc je connais aussi bien et j'apprécie beaucoup son travail. Donc dans cette première session qui s'appelle Théorie et doctrine, qui interroge les compétences des architectes, donc évidemment en matière d'intervention sur l'existant, abordée dans la première présentation à travers les formations et les programmes d'enseignement,
et je dirais mesurer dans la deuxième présentation dans les projets de jeunes équipes de concepteurs, de manière d'aborder cette question. J'ai une montre, je vais essayer de la regarder et de vous inciter à respecter le temps, donc 25 minutes chacun. Donc je vous donne la parole. Alors je propose qu'on ait les deux premières présentations qui s'enchaînent et on posera nos questions à l'issue des deux présentations, parce que peut-être que ça pourra permettre aussi d'instaurer du dialogue et du débat. Donc, bonjour tout le monde. Je suis effectivement très émue de revenir dans cet amphi. Donc effectivement, Laure et moi sommes donc toutes les deux architectes diplômés d'État. Laure est en plus HMO et on est toutes les deux docteurs en histoire. Si on est là aujourd'hui et ensemble, c'est parce que l'une comme l'autre, dans le cadre de nos études, qui ont commencé il y a une vingtaine d'années maintenant, nous n'avons pas trouvé dans les écoles d'architecture de formation à l'existant, de formation à l'époque sur le patrimoine, de ce qu'on attendait. Et donc, nous sommes allés chercher ça à l'étranger, dans le cadre du programme Erasmus, Laure à Mendrisio, moi à Rome. Nous avons poursuivi cette recherche, cette volonté de travailler sur l'existant dans le cadre de doctorats sur les questions patrimoniales à l'époque, et ça a forgé notre engagement fort sur ces questions-là qui se poursuivent dans le cadre de nos enseignements maintenant que nous sommes toutes deux maîtresses de conférences, Laure en TPCAU et moi en HCA. À la faveur des évolutions actuelles, la notion de patrimoine s'est élargie considérablement pour englober aujourd'hui l'ensemble des ressources que représente l'édifice. L'architecture préexistante a toujours été considérée comme une ressource par les générations et civilisations suivantes. Elle peut être envisagée comme ressource tant matérielle et constructive, comme on a déjà parlé François, pour du réemploi d'espace ou de matériaux, mais aussi comme ressource symbolique et mémorielle, au sens originel du monument pour la mémoire, ou pouvant servir de modèle architectural, technique, spatial ou d'usage. Suite à la révolution industrielle et surtout aux 50 dernières années, la prépondérance de la construction neuve a fait oublier les potentialités de l'existant. Les crises contemporaines nous enjoignent aujourd'hui à lui redonner sa qualité de ressource. Nous allons donc contextualiser aujourd'hui les formations anciennes et récentes sur l'existant afin de dégager les constantes de ces enseignements pour affirmer la trame d'un programme pédagogique à la hauteur des défis contemporains. Donc l'histoire de la restauration, elle est au cœur des débats qui traversent la discipline de l'architecture, à savoir l'inexorable opposition entre tradition et modernité, entre technique et création. Et de même qu'il existe en France une très claire rupture entre les architectes et les ingénieurs, on observe aussi une séparation caricaturale des pratiques entre création et restauration, à tel point qu'on a deux corps d'architectes, on a deux disciplines assez distinctes. Et pour comprendre cette opposition et la manière dont les enseignements portant sur des édifices existants se sont développés dans les ENSA, il faut remonter au XIXe siècle et à la création du service des monuments historiques, qui a pour la première fois posé la question de l'intégration d'enseignements d'histoire de l'architecture et de connaissances du bâti et des techniques de construction anciennes dans la formation des architectes. À cette époque, il s'agissait de former des architectes à restaurer un patrimoine qui avait été fortement endommagé par les destructions et les suites de la Révolution, donc abandon, transformation, saccage, etc. Et c'était des monuments plutôt majeurs d'intérêt national. L'école des Beaux-Arts, elle, fondée en 1806, vouait un culte à la perfection antique romaine qui se traduit par une pédagogie de la copie et du modèle, selon un formalisme architectural assez codifié. Les architectures moyenâgeuses, locales ou vernaculaires sont perçues à cette époque-là comme décadentes, impropres à l'étude et sans intérêt à être conservées. Tac. Ah non, on était encore là.
L'école, elle, prépare les élèves au Grand Prix de Rome et privilégie les aspects théoriques de la discipline. Mais aux alentours de 1840, un débat se noue autour du besoin d'une formation plus concrète, en particulier sur des enseignements portant sur les étaiements, l'écroulement, le renforcement structurel, l'analyse, le relevé d'édifices. 3 tentatives d'intégration à l'école des Beaux-Arts pour une nouvelle chaire d'architecture permettant de former les architectes en chef des monuments historiques échouent. Une en 1844, une en 1863, la dernière en 1878. Finalement, le manque de concret dans l'enseignement des beaux-arts mène à la création, en 1887, d'un enseignement autonome portant sur ces mêmes techniques, nommé cours Chaillot et dont Anatole de Baudot sera en charge. À la création des unités pédagogiques, à peu près 100 ans plus tard, en 1968, sans ayant de choix stratégique sur le long terme, l'enseignement de la réhabilitation et ses outils n'est pas constitué et reconnu comme nécessaire à la formation des architectes et reste dispensé et cantonné à l'enseignement de Chaillot, qui devient toutefois en 1970 un établissement d'enseignement supérieur, première petite forme de rattachement timide. Dans les années 80, des formations portant sur l'existence s'organisent dans les écoles d'architecture, telles que les CEA Ville-Orientale à Versailles et Belleville, l'architecture terre à Grenoble, le master DRAC au Havre ou le master archéologie à Strasbourg. Les sujets restent larges, l'école de Chaillot demeure jusqu'en 2005 le seul enseignement complet sur les méthodes d'intervention dans l'existant. La réforme LMD de 2005 modifie l'organisation des écoles et instaure la structure de l'enseignement telle qu'on la connaît aujourd'hui en 3 cycles, licence, master, doctorat, tronc commun en licence, thématisation en master, spécialisation dans le 3e cycle avec le doctorat, l'HMENP et les DSA. À ce moment-là, la formation de Chaillot est absorbée dans le 3e cycle et elle rentre donc dans le champ des études de l'architecture, même si c'est dans la toute dernière étape. L'arrêté de 2005 prévoit en annexe la création en master de domaines particuliers d'études sur lesquels mettre l'accent dans l'enseignement du projet. Le premier domaine est celui du développement durable et de la prise en compte des risques majeurs. Le second, celui de la réhabilitation et des interventions sur le bâti existant. Il est intéressant de noter que dès 2005, le développement durable, devenu depuis 2015 la transition écologique, mais aussi la réhabilitation, sont donc considérés comme prioritaires pour l'enseignement de l'architecture. Dans un texte exclusivement technique, la présence de ces thèmes montre une certaine volonté politique. Pour autant, le fait qu'ils n'apparaissent qu'en annexe en affaiblit et retarde la portée puisque personne ne les a jamais lus. On peut noter que le besoin de formation à la réhabilitation n'est pas justifié par une considération patrimoniale, mémorielle ou environnementale, mais par la réalité de la commande architecturale. On enseigne en réponse aux besoins du marché. En 2013, le rapport Feltes sur l'enseignement supérieur et la recherche en architecture confirmait que les étudiants ne sont pas suffisamment formés à la prise en compte des contraintes énergétiques ou aux problématiques de réhabilitation ou de réutilisation des bâtiments existants, enseignés certes, mais de façon disparate et peu approfondie. Cette analyse est rappelée dans le rapport Bloch en 2014. Ces 2 rapports ont servi de point de départ à la stratégie nationale pour l'architecture de 2015. L'un des 6 axes de cette stratégie porte sur l'héritage architectural des XXe et XXIe siècles, et pour développer l'intervention architecturale pour valoriser et transformer le cadre bâti existant. L'existant n'est alors envisagé qu'à travers un prisme typologique et réduit des édifices du XXe. Dans son chapeau, la stratégie rappelle, 2 siècles après la révolution industrielle, la notion de développement durable ouvre un nouveau cycle de la fabrique de la ville et de l'évolution des territoires urbains, ruraux et métropolitains. Cette mutation nécessite de mobiliser les pratiques architecturales pour offrir plusieurs vies aux édifices et aux ensembles urbains, aux équipements et aux espaces publics. Il s'agit de prendre conscience de l'héritage architectural, tout particulièrement des XXe et XXIe siècles, afin de concilier architecture et patrimoine. L'architecture intervient en priorité sur le cadre existant, qu'elle fait évoluer, car transformer, c'est préserver, ce qui nous rappelle les paroles de Scarpa. Une mesure est spécifique sur la formation des architectes et elle rappelle, et donc elle enjoint à répondre notamment à la nécessité d'intervention sur le déjà là,
La formation s'appuiera, donc on ne sait pas quelle formation, mais elle s'appuiera sur l'offre existante telle que le parcours DRAC, ici même avec l'Université du Havre, ou les cursus spécifiques des 3e cycles comme ceux de l'école de Chaillot et des ENSA de Paris-Belleville et de Grenoble. Dans ce cadre, le réseau de recherche des ENSA dans le domaine de l'intervention sur l'architecture ordinaire du XXe sera sollicité pour développer des sessions de formation professionnelle continue. Comme on le voit, malgré l'ambition des titres, le détail de la mesure n'est pas particulièrement ambitieux puisque sans objectif, très vague et ni chiffré à atteindre à l'échéance. Le texte parle d'un réseau. Le texte parle donc d'un réseau. Ce réseau, en fait, c'est que depuis 1995, des enseignants engagés pour la formation à la réhabilitation dans leurs ENSA se réunissent de temps à autre. Se réunissent d'autant plus à partir de 2014 et fondent en 2016 un réseau scientifique et pédagogique habilité par le ministère de la Culture, le réseau Architecture, Patrimoine, Création, APC. Ce réseau, bien qu'il n'ait pas été missionné suite à la mesure, n'a reçu aucun moyen spécifique pour créer une formation professionnelle continue à ce sujet. L'ambition sera par contre plus forte 2 ans après dans le cadre de la stratégie pluriannuelle en faveur du patrimoine. Le positionnement spécifique du texte sur le prisme du patrimoine n'empêche pas qu'elle énonce dans la mesure 15 les architectes ont un rôle majeur à jouer dans la restauration de nos centres historiques et une large partie du marché des prestations de maîtrise d'œuvre porte sur leur réutilisation, la modification ou l'extension d'un bâti existant. Pour la formation des architectes, à compter de l'année universitaire 2018-2019, le ministère de la Culture mettra en place progressivement un module obligatoire patrimoine dans les formations délivrées aux étudiants des 20 ENSA afin de les former aux enjeux de réutilisation du patrimoine bâti. On voit donc, encore une fois, dans cette proposition, l'importance accordée au marché, représenté par la réhabilitation, mais aussi apparaître la question de la revitalisation des centres-bourgs, par exemple. La création d'un module obligatoire pour l'année suivante dans toutes les ENSA est particulièrement ambitieux et irréaliste. Ambitieux car il doit toucher tous les étudiants et donc doit donc redescendre pour être en licence. Irréaliste dans les délais, quand on sait que les maquettes pédagogiques sont votées pour 5 ans, et donc le délai de 1 an était un petit peu joueur. De plus, il faut déjà ne serait-ce qu'attendre 1 an et demi pour que le ministère de la Culture missionne le réseau APC pour rédiger des recommandations facilitant la mise en œuvre de cette mesure. Bon, je vous invite peut-être à regarder l'accélération dans la petite frise chronologique que l'on ne va pas commenter, mais qui permet un peu de retracer ce qu'on vient de dire. Et on voit cette sorte d'accélération sur un temps assez court, d'arrivée des questions patrimoniales et d'enseignement, d'intervention dans l'existant, dans les écoles, par rapport à la temporalité, qui est la largeur de la frise chronologique, qui est la temporalité de présence d'écoles formant à l'architecture. Donc si les pratiques de transformation sont continues dans le temps, comme les réemplois utilitaires de matériaux ou d'édifices, au Moyen-Âge déjà, mais même avant, la formation des architectes ne leur a que peu accordé de place dans leur pédagogie depuis la création de l'école des Beaux-Arts. Refusé et mis à la porte de l'enseignement de l'architecture, il revient par la fenêtre du 3e cycle en 2005 pour remonter assez rapidement dans le cursus et arriver assez doucement quand même en licence depuis 2018. Lié à l'origine à la question de la restauration du patrimoine majeur, les besoins du marché de la construction et les questions écologiques élargissent le spectre pour s'intéresser dorénavant à tout ce que l'existant représente comme ressources. Il est notable que les enseignements liés au patrimoine dans les ENSA se mettent en place lentement malgré les injonctions ministérielles, et nous avons vu que les textes qui s'emparaient du sujet de la transformation dans l'existant à travers divers enjeux qui restaient des approches assez spécifiques, le patrimoine 20e, les questions écologiques, les questions de centre-bourg, pour avoir un peu de difficulté à embrasser l'ensemble. On note que les sujets de ressources, eux, ne sont que peu présents dans les textes sur l'existant, qui privilégient le prisme patrimonial. C'est donc un sujet le sujet de la ressource, qui lui arrive par le prisme du développement durable ou de l'écologie pour rencontrer récemment celui du patrimoine. Aujourd'hui, on fait face à un élargissement assez rapide de la thématique, en particulier sur cette dernière décennie, dans lequel on est passé d'un intérêt pour le monument historique, en passant par le tout patrimoine, pour arriver à l'existant comme ressource, ce qui veut dire prendre en compte un certain nombre d'éléments assez complexes.
dans cette seconde partie, nous allons donc observer un peu l'évolution des termes employés, mais aussi les différentes modalités pédagogiques qui ont nourri les programmes contemporains. Ce que l'on voit, je vais essayer d'accélérer parce qu'on est un peu en retard, c'est qu'on est passé, donc comme vient de le rappeler Laure, d'un système complètement sur la question patrimoniale, avec tous les mots autour de la restauration, conservation des monuments, avec un élargissement de la notion depuis les années 80, avec toute la question de la désindustrialisation, avec la question de la reconversion, des restructurations, des rénovations, la grande période de l'ANRU, et puis avec l'arrivée lentement des questions écologiques depuis les années 2000 qui vont faire la part belle à la question de la réhabilitation, de la transformation, du faire avec, pour aujourd'hui arriver avec, par cette arrivée des ressources, de la question du réemploi, de la déconstruction et de la revitalisation. Cette importance donnée à la création architecturale dans l'intervention dans l'existant arrive donc depuis les années 80 avec la posture de la greffe qui était très valorisée dans les années 90 dans les rares enseignements de réhabilitation, mais qui a tendance à disparaître au profit d'un plus grand travail sur l'existant lui-même ces dernières années, puisque les notions ont donc glissé depuis le prisme de la mémoire, du patrimoine considéré comme poussiéreux, vers ceux de la performance énergétique, du réemploi, de la rénovation urbaine, avec un vocabulaire du coup plus percutant et positif sur toutes les questions de frugal, de léger, de disruptif. En termes de développement des enseignements portant sur l'existant, à la fois ressources ou patrimonial, on peut noter que les expériences extérieures aux écoles d'architecture, un petit peu comme Chaillot a été mis à l'extérieur, les expériences extérieures sont venues nourrir et forger les enseignements qui ont ensuite été développés dans les écoles. Alors je parle plutôt des enseignements de projet parce que finalement les enseignements d'histoire, eux, ont peut-être un peu plus de continuité. Mais en tout cas, dans les enseignements de projet, c'est assez clair. Et ça a été, encore une fois, démarré par le champ du patrimoine. Alors, on a plusieurs typologies. On a les typologies de chantiers participatifs à travers des associations qui sont plutôt portées par les petits frères et sœurs de l'association mère, qui est l'association Rempart, qui est une association liée à la défense du patrimoine. Et qui aujourd'hui, elle aussi, prend à bras-le-corps les questions de matériaux bio et géosourcés, les questions de retour aux techniques anciennes et traditionnelles qui viennent croiser ce sujet de la ressource. Il y a ensuite, dans une visée peut-être un peu plus théorique, des séminaires d'été ou workshops qui sont organisés par des architectes qui sont assez engagés dans la transmission de savoir et dans des territoires précis. On a ici deux exemples, le séminaire mené par Luigi Snozzi à Montegarasso et le séminaire de projet mené par Bernard Quiraud à PEM, qui sont tous deux des exemples d'architectes engagés dans des pratiques locales. Ils sont ancrés dans un site et ils sont très engagés aussi dans la transmission de savoir et dans l'engagement politique. Spécifiquement, ces deux formats-là font un peu figure de modèle pour les enseignements de projet qui se développent ensuite dans les écoles. Enfin, c'est pas grave. Donc ensuite, il y a un troisième pan qui est les collectifs engagés et les associations un peu liées aux écoles d'architecture. Donc on a le collectif Rotor qui est belge et le collectif Bellastock qui lui est peut-être un peu plus en lien avec les écoles. Et on ne peut pas tout à fait mesurer l'impact de la crise de 2008 sur l'apparition de certains sujets, ainsi que la production, comme vous voyez, des rapports du GIEC. Mais en tout cas, le sujet de la ressource a émergé. On est d'abord parti de la ressource en pétrole pour passer à celle du sable, pour en arriver aujourd'hui à celle du bâti dans son ensemble. Donc depuis 2010 environ, on observe des nouvelles tendances de collectifs ou d'associations qui expérimentent à travers le réemploi, la déconstruction, l'utilisation de déchets de la construction pour faire.
D'abord, ils se sont attachés à détourner des éléments, comme la fenêtre, pour ensuite, progressivement, considérer l'édifice dans son ensemble comme une ressource. Ces collectifs et associations, on les propose en dernier lieu, puisqu'ils sont souvent en lien avec les lieux d'enseignement, bien qu'ils restent autonomes. Et c'est par eux que les sujets de réemploi et de réutilisation sont arrivés dans les ENSA, notamment par le biais des festivals, workshops, conférences organisés par ces collectifs, mais aussi parce que les membres de ces collectifs s'engagent eux-mêmes dans l'enseignement et dans la diffusion de savoir. 5 minutes, ok. Donc on note que dans les enseignements de master, donc là je montre un exemple à l'école de Paris-La Villette, dans lequel on a un domaine comme un peu partout sur la transformation, et on est sur des modèles qui sont assez proches de celui des workshops de PEM et de Monte Carlo. Donc on est dans des lieux très spécifiques qu'on étudie pendant un semestre, qu'on va relever, qu'on va analyser. Et en fonction des groupes de projets, on a des orientations plutôt très patrimoniales sur la connaissance du bâti ou des orientations plutôt très écologiques. Mais souvent, c'est compartimenté. C'est-à-dire qu'on a du mal, dans un groupe de projets, à englober l'ensemble de ces éléments. Vite, vas-y. Faut qu'on accélère. Pour ce qui est des autres disciplines, on va aussi avoir depuis une quinzaine d'années une appropriation de cette question de l'existant, avec en histoire des cours qui vont se diversifier pour passer de questions chronologiques à des questions thématiques, avec aussi la question des TD, tout ce qui est analyse architecturale, relevé, etc. Tous ces TD qui avaient plus ou moins disparu ces 15 dernières années à cause de problèmes de fonctionnement et de modalités de petits groupes à qui on a préféré des cours magistraux. Mais on voit que depuis quelques années, les enseignants se battent pour un retour de cette lecture de l'architecture sur site. Et donc qui arrive avec une forte envie de transdisciplinarité, entre autres portée par les enseignants d'HTA. On a aussi dans les autres disciplines, en sociologie, la question de la démarche participative, du ressenti habitant, surtout autour de la question des rénovations urbaines qui ont beaucoup marqué et beaucoup fait évoluer les enseignements là-dessus. Et puis aussi en STA, évidemment, tout ce qui est la part belle de la construction qu'on va se mettre à avoir, qui va passer de programmes très théoriques à à toucher la mise en œuvre à l'échelle 1, qui était déjà le cas dans les grands ateliers de l'île d'Abo, mais que s'approprie de plus en plus chaque école directement. Ce petit tableau, il montre que en réalité, un des intérêts, ce serait d'avoir quand même une vision d'ensemble de l'ensemble des valeurs qu'on attribue à l'édifice comme ressource. C'est-à-dire qu'on a des systèmes de valeurs qui sont intéressants pour le milieu, si vous voulez, du patrimoine, qui sont les valeurs mémorielles, d'ancienneté, historique. Mais ces valeurs-là, elles se complètent et elles se cumulent avec les autres valeurs constructives, thermiques, d'usage, etc. Et c'est ce qui permet certainement dans un enseignement qui serait un enseignement de licence, l'idée ce serait de pouvoir avoir cette vision complète pendant le temps d'un semestre pour comprendre l'ensemble des enjeux que porte la question de l'édifice comme ressource et donc l'ensemble des fils sur lesquels on peut tirer. Donc finalement, chaque discipline a son mot à dire et a déjà d'une certaine manière constitué un savoir et une posture sur la question de l'intervention dans l'existant qui, mis ensemble dans un même semestre, offrirait cette vision. Les maquettes pédagogiques, elles évoluent donc très lentement. Ce qu'on voit aussi, c'est que donc c'est relativement difficile à mettre en œuvre. Ça dépend souvent d'un enseignant porteur qui va avoir du mal à continuer l'enseignement et surtout, il faut des dynamiques d'école pour mettre en valeur toute cette question donc de la transdisciplinarité pour pouvoir enseigner volontairement, comme l'a rappelé Laure, dans le cadre d'un semestre, tous les outils nécessaires à cette formation, avec tous les freins sur lesquels je ne reviendrai pas, mais entre autres le manque de moyens dans les écoles. L'arrêté de 2005 proposait déjà un programme pédagogique sur
l'enseignement dans l'existant, où il rappelait qu'il fallait des techniques de relais, les modes constructifs, connaître les outils réglementaires, les modes d'intervention dans l'existant, etc. Le texte de 2017 parlait de son module obligatoire patrimoine, et pour lequel le ministère a donc missionné le réseau APC pour formuler des recommandations qu'ils ont publiées en 2018 et visibles sur leur site, autour de 3 thématiques d'enseignement transdisciplinaire et multiscalaire principales. D'une part, le relevé, au sens très très large du relevé. Tout ce qui est ensuite la culture architecturale et l'analyse architecturale, donc de connaissance du bâti. Et puis enfin, toute la question des cadres d'intervention. On voit donc que ce programme, finalement assez proche de ce qui est enseigné à Chaillot depuis sa création, permet donc d'avoir une grande idée de ce qui pourrait être fait, même si certaines écoles le mettent en place depuis quelques années, même si ça reste encore très difficile, puisque ce n'est jamais tout à fait complet par rapport ni satisfaisant par rapport à ce que l'on aimerait. On est au bout. Oui, on a plein de pages encore, je ne sais plus ce qu'on a à dire. Ah oui, c'est toi ça. Bon, je vais aller très vite. Pour rappeler simplement qu'en réalité, l'intervention dans l'existant, ça fait partie du fondement du métier d'architecte et de la discipline. Ça fait partie notamment des textes théoriques majeurs de l'histoire de l'architecture. On rappellera le livre 10 du De Realificatoria de Alberti qui porte sur la réparation des ouvrages. Et finalement, on peut constater que c'est à la période moderne que ces notions ont été écartées des prérogatives majeures de l'architecture et que les outils qui ont été développés par le patrimoine et par le champ du patrimoine, mais qui sont des outils spécifiquement disciplinaires, c'est-à-dire ce sont les outils de l'architecte, restent nos seuls outils pour répondre à l'ensemble des questions que pose le bâtiment aujourd'hui. Et donc, a priori, en licence, effectivement, le relevé, l'analyse, les connaissances historiques sont des fondements nécessaires, fondamentaux, pour pouvoir avancer, quels que soient les sujets qu'on va poser, les questions qu'on va poser à l'édifice. Voilà. Et en un mot, peut-être que la parenthèse de la révolution industrielle et du mouvement moderne nous ont fait oublier que nous avons toujours reconstruit les choses sur elles-mêmes et que l'édifice a toujours été considéré comme une ressource. Merci et désolé. Bon. Bien, Gabriella, je vais te demander de venir t'installer, d'enchaîner. Je pense que l'autre micro fonctionne aussi. Je te fais signe 5 minutes avant. Je sais pas comment on fiche. Ah, c'est peut-être ça là, ouais, ok. Et avec les flèches. Ok. Ah, mais c'est seulement la première qui est un peu fade peut-être. Photo ancienne. Donc bonjour. Ça va pas? Ok. Merci. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous proposer aujourd'hui une réflexion pour mettre l'accent sur la prise en compte de l'existant dans le projet architectural, décliné notamment à l'échelle urbaine et territoriale, afin de dépasser l'idée que travailler dans ou sur l'existant serait une question qui ne concerne que l'édifice. En effet, nous habitons et habiterons un monde de plus en plus urbain, où les villes sont majoritairement déjà construites. Considérer le bâti existant comme une ressource pour la fabrique des territoires, tout en sortant d'une vision purement patrimoniale,
interroge nécessairement les pratiques contemporaines des architectes et en particulier le rôle de la conception multiscalaire dans la promotion de la transformation comme principale action sur la ville. De plus, par cette action de transformation, il est nécessaire de répondre en même temps aux différentes crises traversées par l'urbain contemporain. Une tâche fort complexe, donc, qui rajoute aux problématiques propres du domaine de la construction des questionnements d'ordre écologique, éthique, politique, économique, ancrés dans nos territoires. Ça, c'est la question que je pose et on peut dire que plusieurs réflexions sont déjà en cours, comme démontrent les publications de plus en plus nombreuses dans le domaine dont on souhaite parler. La montée en puissance depuis une trentaine d'années du secteur de la réhabilitation comme champ à part entière de l'acte de construire, la constitution de réseaux professionnels engagés ou l'élaboration de réflexions théoriques relatives à la ville et à l'urbanisme circulaire témoignent d'une sensibilité qui commence à imprégner les pratiques des concepteurs, tant et si bien que certains d'entre elles ont pris position pour arrêter toute nouvelle construction. Cependant, force est de constater que cette attitude n'est pas encore systématique parmi les architectes. Bien que la réhabilitation représente actuellement près de la moitié du marché de la construction en France, les architectes se sont encore relativement peu approprié la question. Je ne reviendrai pas sur la formation des architectes puisque ça a été déjà assez largement compris, expliqué, mais vous voyez bien que les maquettes pédagogiques évoluent et que dans cette école, on peut quand même être assez fier d'être parmi les pionniers de cette question. Et je passerai vite aussi sur les recherches impulsées par le ministère de la Culture qui vont dans cette direction qui nous paraît répondre aux enjeux actuels. Pour aller un peu plus directement sur l'objectif de la communication, donc, pour être au service des territoires, il est nécessaire que l'intervention sur l'existant conjugue une conception architecturale ambitieuse avec le respect des qualités et des valeurs écologiques et socioculturelles exprimées par le déjà là. L'objectif de cette communication est donc de réfléchir à des manières plus systémiques, de prendre en compte l'existant dans la conception architecturale. Et ce, à partir à la fois de quelques références théoriques, mais surtout de l'analyse d'un corpus de projets tirés de la dernière session du concours Europan. À travers le cas du site Bernet-Terre de Normandie, je montrerai aussi que la transformation de l'existant s'affirme désormais dans les positionnements des jeunes concepteurs, marquant peut-être un tournant dans la conception architecturale contemporaine et allant bien au-delà de l'échelle de l'édifice et du seul existant bâti comme ressource pour le projet. L'attention à l'existant urbain comme matière à projet n'est pas nouvelle et on ne manque pas de discours théoriques à ce propos au sein de débats architecturaux du XXe et XXIe siècle. Sans pouvoir reconstituer de manière exhaustive les réflexions qui ont anticipé les enjeux actuels de la transformation de l'existant, j'évoquerai brièvement au moins les apports théoriques et méthodologiques des études morphotypologiques. Bien que leur portée opérationnelle soit restée assez limitée, ces théories ont su apporter un regard plus attentif et bienveillant sur l'existant urbain et sur sa valeur de mémoire collective, tout en nous indiquant la nécessité de comprendre au mieux l'existant pour y intervenir en le requalifiant spatialement et socialement. Le cas d'Europan est intéressant car dès sa naissance à la fin des années 80, il s'inscrit dans la continuité de ces théories par une attention prononcée envers les héritages de la ville ancienne et moderne. Europan se veut un espace d'expérimentation et de réflexion qui contribue à produire de la connaissance scientifique autour du concours d'idées éponymes qui porte tous les 2 ans sur une question d'actualité dans le domaine de la conception spatiale. La démarche est particulière car il s'agit d'un concours d'idées suivi de réalisations qui vise à promouvoir les jeunes architectes, urbanistes et paysagistes de moins de 40 ans en stimulant l'expérimentation de solutions innovantes. Europan, ce n'est pas seulement le concours, mais c'est surtout un réseau de professionnels et chercheurs qui se réunissent régulièrement pour échanger et construire une méthodologie partagée entre les 12 pays participants. Pour chaque édition, le comité scientifique européen élabore un thème, souvent à partir des résultats de la session précédente. En parallèle, chaque secrétariat national indique un ou plusieurs sites pour le concours.
Les sites sont proposés par des collectivités et les acteurs locaux sont conseillés par Europan à toutes les étapes du concours, du cahier des charges à la sélection des projets, puis pour les études de faisabilité et l'accompagnement de la mise en œuvre éventuelle. C'est ainsi que des métropoles et des villes petites et moyennes trouvent une occasion de confrontation autour de problématiques communes, Europan étant un lieu de débat sur l'urbanité au sens politique, culturel, social et bien sûr architectural. Dès la première édition, les thèmes proposés posent les jalons d'un engagement éthique et politique qui se renforce tout au long des 17 sessions du concours et qui se veut alternatif aux pratiques d'aménagement où l'opportunisme économique prime sur des véritables politiques urbaines de long terme. Europan s'intéresse principalement aux territoires périphériques, spatialement fragmentés et socialement marginalisés. Cependant, il n'est pas question de faire table rase des impensés et des ratés de l'urbanisme moderne, mais, et je cite la philosophe Chris Younes qui est dans le conseil scientifique, de pouvoir encore en apprendre, le réinterroger, le transformer de l'intérieur par l'initiation d'actions situées et concertées. L'existant urbain et territorial est envisagé comme le support d'un projet capable d'articuler nature et culture pour transformer les milieux habités de manière cohérente et soutenable. Europan affirme le principe de la ville sédimentaire qui se construit sur soi-même. Le travail des candidats consiste notamment à distinguer les différentes situations urbaines héritées pour donner les réponses les plus pertinentes, allant de la réparation à la transformation radicale. Au fil des sessions s'affirme toutefois l'acceptation de la ville fragmentée contemporaine comme nouveau paysage urbain à pérenniser par stratification. Dès le début des années 2000, l'engagement écologique d'Europan se consolide, et en particulier depuis 2012 avec les sessions sur la ville adaptable, la ville productive et la ville vivante, où les candidats sont invités à considérer les ressources, les cycles et les métabolismes urbains dans leurs projets, afin de diminuer l'empreinte écologique des villes européennes. Les équipes de jeunes concepteurs, sous des formes différentes, adhèrent et militent pour réconcilier la ville et l'environnement. Par l'adaptation des espaces urbains et moins de création d'objets bâtis en faveur de la métamorphose de l'existant, il s'agit de réfléchir plus largement à la question d'une ville avec moins ou sans croissance et au rôle de la conception architecturale comme acte de soin des territoires anthropisés. Donc l'esprit d'Europan est bien lisible dans les projets de la dernière session, proposés pour des territoires dégradés par l'action humaine, vulnérables au changement climatique et sensibles aux mutations économiques mondiales. C'est le cas du site nommé Bernay Terre de Normandie, coporté par l'intercommunalité du même nom, avec d'autres acteurs publics et privés. Voilà, je ne vais pas tourner la slide. De commun accord avec les acteurs locaux, Europan a proposé au concours un multisite qui est une particularité française du concours. Les multisites sont constitués d'une aire de réflexion plus ou moins vaste, regroupant plusieurs sites opérationnels localisés au sein d'un périmètre administratif. Les sites sont représentatifs des préoccupations des acteurs impliqués concernant une même problématique générale, mais également liés spatialement par des structures écologiques et paysagères. Les candidats sont invités à proposer une stratégie globale et à approfondir le projet d'un ou plusieurs secteurs pour répondre à des problématiques complexes qu'il convient d'appréhender de manière multiscalaire et multitemporelle. L'intercom Bernay Terre de Normandie est structuré par les vallées de la Charentonne et de l'Arille. Les plaines alluviales étroites, principalement occupées par des prairies et encadrées par des collines boisées et escarpées, sont aussi le lieu d'un développement urbain orienté par l'industrie qui s'y est installée dès le XIXe siècle pour exploiter l'énergie des cours d'eau. Encore productives, ces deux vallées connaissent aujourd'hui des évolutions contradictoires. D'une part, le déclin industriel, qui laisse un héritage de nombreux secteurs désaffectés ou sous-utilisés. D'autre part, un progressif éloignement de leurs habitants qui délaisse les centres historiques où se concentrent les emplois et les services, au profit d'une périurbanisation consommatrice de terres agricoles sur les plateaux et d'un usage important de l'automobile. Le multisite Bernay Terre de Normandie est composé de 4 sites de projet. Il s'agit d'anciens sites productifs bordés ou traversés par les rivières et en quête de nouvelles vocations ou d'une diversification des usages et des activités existants. Exposés à différents degrés de risque d'inondation,
Ces secteurs partiellement désaffectés présentent chacun des caractéristiques spécifiques en termes de superficie, époque de construction, état de conservation des bâtiments, activités accueillies et qualité spatiale qui en découlent. L'objectif commun des acteurs engagés dans la démarche Europan est de définir une stratégie territoriale cohérente à partir des rivières. En effet, aujourd'hui, les berges de ces cours d'eau sont souvent cachées, inaccessibles, privatisées, alors qu'elles devraient être un bien commun, une identité partagée, une ressource pour lutter contre le réchauffement climatique et la perte de biodiversité locale. Une réappropriation des friches est déjà en cours via des expériences participatives d'aménagement temporaire ou l'implantation d'activités artisanales et culturelles. La réhabilitation du bâti et des infrastructures écologiques sur lesquelles il se greffe représente une opportunité de revitaliser les communautés locales sans consommer davantage de sol et en même temps de renforcer l'identité territoriale à travers le rôle joué par le patrimoine industriel, le paysage et l'environnement dans l'urbanisation existante. Les 23 projets participants traitent à la fois à l'échelle territoriale et chacun des 4 sites. Une attitude commune se dégage, prendre soin du bâti existant dans son milieu. Pour ce faire, les stratégies proposées accompagnent les dynamiques déjà en cours, qu'elles concernent l'épanouissement spontané de la nature ou qu'elles soient portées volontairement par les acteurs locaux. En découlent des propositions de programmation et de transformation sobre des lieux, visant à valoriser les spécificités de l'existant, qu'ils soient humains ou non humains, matériels ou immatériels, bâtis ou vivants. À partir de ce corpus, j'ai tenté de synthétiser un modus operandi en 3 volets pour intervenir sur l'héritage urbain et territorial. D'abord, des existants pluriels sont révélés et réhabilités dans l'imaginaire collectif afin de restituer, au moins symboliquement, à la collectivité. C'est ce que proposent les projets que je nommais projets récits. Ensuite, ces existants font l'objet, en tant que ressources pour le projet, de stratégies de transformation. C'est ce que proposent les projets de la famille des projets métamorphoses. Enfin, ces existants diversifiés sont pris en compte au sein de méthodes de conception intégrant les savoirs et les pratiques des acteurs locaux et des habitants afin d'organiser la mise en œuvre de processus de transformation à différents horizons temporels, comprenant souvent une phase d'expérimentation réversible ou, au contraire, reproductible. C'est ce que proposent les projets démarche. Donc, pour ce qui est de la famille des projets récits, la mise en valeur de l'existant est un projet en soi. Il s'agit tout d'abord de réhabiliter le déjà là aux yeux de ceux qui sont devenus incapables d'en voir les qualités. Les équipes proposent aux acteurs locaux des lectures spatiales inédites, contribuant ainsi à la construction d'un nouveau récit collectif et d'une vision partagée pour le territoire. L'existant devient une source d'inspiration pour le projet, où le récit et la représentation graphique véhiculent une image optimiste de la transition territoriale pour réenchanter ces territoires urbains. Les récits convoquent souvent une dimension éthique du projet, d'ordre à la fois écologique et social. Afin de restaurer les continuités écologiques dont les villes et tous les vivants ont besoin et réparer les secteurs abîmés par des établissements humains inappropriés, les projets restituent de la place aux composantes naturelles du milieu. Par exemple, le projet intitulé « En sueur, chronique d'une vallée transpirante » assume son engagement écopolitique via une régénération territoriale qui s'adresse indistinctement à tous les vivants qui habitent la vallée en tant que membres d'une même communauté inclusive et solidaire. Le récit s'appuie sur les caractères typiques naturels et culturels, valorisant un territoire d'eau au climat humide et brumeux, cher aux impressionnistes, mais aussi avec ses usines, ses travailleurs, ses aspérités géographiques et sociales. Le projet Eaux communes, quant à lui, vise plus de justice écologique et socio-spatiale en proposant une stratégie de construction de logements abordables s'appuyant sur le réseau des organismes de foncier solidaire en Normandie et la création d'une coopérative pour la gestion publique des espaces souvent privés de l'eau, celle-ci étant considérée comme bien commun vital pour le fonctionnement du territoire et donc patrimoine collectif menacé, mais aussi menaçant. Plusieurs équipes prônent en effet l'augmentation des surfaces d'expansion de crues pour limiter les risques d'inondation et également la préservation de la ressource en eau
en luttant contre tout gaspillage. Dans ces projets récits, tout héritage est digne d'être pris en considération, compris et transmis au sein du projet spatial. Plusieurs équipes proposent de mettre en valeur, partager et transmettre l'existant immatériel mais territorialisé que sont les savoirs et les savoir-faire locaux. L'histoire, les cultures et les mémoires du territoire dans leur diversité sont autant d'objets et de moyens pour le projet. Afin de revitaliser un territoire maltraité par l'industrie et l'agriculture intensive, certaines équipes envisagent de réutiliser le bâti industriel existant comme lieu de production exploitant les ressources géo- et biosourcées du territoire et mobilisant les réseaux d'acteurs existants et à constituer. La deuxième famille, les projets métamorphoses. Donc les équipes répondent aux enjeux du cahier de charges en s'orientant presque exclusivement vers la réhabilitation du bâti existant, considéré comme une ressource pour le projet architectural à différentes échelles. Elles mobilisent explicitement les théories du CARE appliquées à l'architecture, en faisant du projet un outil permettant de réparer le monde et l'adapter aux défis contemporains, tout en prenant soin de l'existant matériel pour ménager le territoire. Elle mobilise, à la différence de ce que l'usage industriel a imposé précédemment, des sites fermés et sécurisés, les friches sont ici considérées pour leur flexibilité et leur capacité à accueillir des usages qui peuvent alterner ou évoluer dans le temps. Les propositions de programmation multifonctionnelle pour chaque site ont le but de mutualiser des activités et des services pour les habitants. Le bâti est exploité pour ses caractères propres et globalement sont proposés très peu de démolitions et bien ciblées. Le projet ressources considère la réhabilitation du bâti industriel comme une posture désormais nécessaire face à l'objectif de zéro artificialisation nette du territoire et choisit d'exploiter l'organisation des grands volumes capables présents sur chaque site pour articuler les différents éléments programmatiques et pour mieux faire pénétrer la lumière à l'intérieur et valoriser les vues sur le paysage depuis les espaces collectifs. Le projet Usine ouverte mise surtout sur l'ouverture des friches sur leur environnement, d'une part à travers une nouvelle programmation mixte rapprochant production, formation et services, et d'autre part en intégrant ces lieux dans un système d'espace public aménagé le long des rivières. Dans le projet Les intensités sauvages, le bâti n'est pas la seule matière à projet. L'existant vivant, végétal et animal, domestiqué et sauvage, sont aussi pris en considération, ce qui implique une extension des échelles spatio-temporelles de la conception du bâtiment à la biorégion. Ce projet prévoit des actions d'ingénierie écologique combinées avec la réhabilitation des friches industrielles à travers un programme mixte d'activités artisanales, agricoles et récréatives. La prise en considération de l'existant vivant incite à aborder le projet dans une logique écosystémique et relationnelle, le vivant s'arrêtant pas aux limites administratives instituées. Et enfin, la famille des projets démarches. Donc pour transformer cet existant territorial nécessite d'imaginer des processus étalés dans le temps et incluant les différents acteurs concernés. Dès la phase de conception, les équipes européennes intègrent et parfois transforment un existant immatériel constitué de réseaux d'acteurs, de pratiques ordinaires des usagers, de formes d'appropriation habitante. Les propositions viennent donc conforter et augmenter les usages existants et les dynamiques humaines et non humaines en cours comme prémisse fondatrice d'un processus de transition territoriale. Le projet Cocoons of Care, par exemple, attribue aux îles dans les rivières, espaces à l'écart et abrités, le rôle de lieu incubateur pour expérimenter la transition avec les acteurs locaux. Pour ce faire, l'équipe fournit une boîte à outils pour agir sur des espaces types, les structures actuellement inutilisées, les structures occupées et les aires naturelles, de trois manières: accepter et accompagner les dynamiques à l'œuvre, résister en ralentissant les tendances en cours, ou bien agir rapidement en transformant les lieux. Pour les jeunes concepteurs d'Europan, valoriser les mémoires, les savoirs, les pratiques de réappropriation des sites implique aussi des processus pouvant être élaborés de manière participative et ludique. Le deck de l'Aril est un projet en forme de jeu collaboratif où chaque vivant peut jouer et contribuer à construire. J'ai perdu.
c'est pas grave, j'ai presque terminé. Donc je reviens. Le deck de l'Aril est un projet en forme de jeu collaboratif où chaque vivant peut jouer et contribuer à construire une vision commune et en valorisant les atouts du territoire. Consciente que la transition ne se fera pas sans les citoyens, l'équipe d'Ansueur propose de réutiliser le bâti désaffecté pour abriter des lieux d'autogouvernement du territoire, de collaboration et de capacitation des habitants. Les 17 sessions du concours Europan apportent depuis plus de 30 années des pistes de réflexion pour ménager la ville et le territoire hérité sans jugement de valeur entre anciens et modernes. Afin de dépasser certaines limites de la procédure de la ZAC et de l'outil trop rigide du master plan, Europan a contribué à conforter et diffuser la multiplicité des pratiques européennes du projet processus négocié, entendu comme alternative à la ville néolibérale et visant à prendre en compte, dès la phase de conception du projet, les temporalités, les interactions multiscalaires et la capacité d'action réelle des acteurs territoriaux, en se donnant le temps pour expérimenter et évaluer les résultats intermédiaires avant d'entamer l'étape suivante. Ralentir le rythme de la fabrication des territoires qui a caractérisé le deuxième après-guerre signifie agir plus responsablement face à l'urgence socio-écologique, y compris en émettant l'hypothèse de ne plus construire tant qu'il reste des espaces vacants. Les projets analysés ici montrent que l'existant, entendu au sens le plus large, est intéressant non tant pour sa valeur de patrimoine à strictement parler, mais plutôt pour son potentiel de transformation en espace habitable, domestique et collectif. Le rôle de la conception en tant qu'activité de valorisation des héritages ouvre ainsi de nouvelles perspectives qui sont à la fois des responsabilités et des opportunités pour les architectes. En examinant les propositions de la jeune génération de concepteurs européens, on observe tout d'abord une contamination des pratiques de conception avec la recherche pluridisciplinaire, ce qui parfois conduit à reformuler les problématiques posées pour mieux appréhender les enjeux spatialisés et fonder l'engagement du projet sur une analyse objective. Ensuite, on constate que chez les équipes européennes, une certaine prise de risque les amenant à des choix inattendus concernant les échelles et les objets hétérogènes manipulés dans leur projet. Et enfin, on note que la mise en récit de transformation territoriale proposée par ces jeunes concepteurs fait bouger les perceptions des habitants et des décideurs locaux. J'ai pu l'observer directement dans le cas du multisite Bernet-Terre de Normandie, puisqu'au départ, les acteurs locaux n'avaient pas de positionnement idéologique concernant des éventuelles démolitions et reconstructions, mais les propositions reçues les ont confortés quant au potentiel des sites et à la pertinence de réparer et transformer le bâti existant et ses environs naturels. Pour conclure, je préciserai qu'au sein du processus européen, la phase du concours n'est que le coup d'envoi. Comme pour tout projet d'envergure, certains freins politiques et techniques, comme les changements de municipalité, difficultés à attirer des entreprises ou les financements, ou difficultés à acquérir le foncier, les surcoûts de la dépollution ou de la rénovation pourraient ralentir ou arrêter la mise en œuvre. Cependant, la méthode européenne, fondée sur un projet processus qui n'est pas figé, mais qui peut être négocié en permanence avec les acteurs en présence et réadapté suite à des expérimentations, offre un cadre favorable pour changer de direction dans la transformation des territoires à partir des spatialités complexes et uniques héritées. Les jeunes architectes européens semblent nous indiquer que la stratification de longue durée de composantes naturelles, de vécu urbain pluriel et d'actions de planification de la ville et du territoire contient déjà en soi la plupart des questionnements, opportunités et ressources pour le projet architectural du XXIe siècle. Merci. Je pars pas. Je vais vous inviter à revenir. Elle ne marche pas. Ouais, si j'ai bien compris, on va se partager un micro et il faut veiller effectivement à parler dans le micro pour que tous ceux qui sont à distance puissent suivre. Donc merci à toutes les trois pour vos
présentation. Merci d'avoir respecté le temps de présentation. Ça nous laisse une demi-heure pour échanger. Donc, je vais me tourner vers le public pour demander s'il y a des questions. Il y a déjà une main qui se lève, des questions, des commentaires. Oui, tout droit. Merci de vous présenter quand vous prenez la parole. Sophie Brandelbet, architecte, et j'étais enseignante à la retraite. C'est plutôt un témoignage. J'ai été diplômée en 1975 sur un diplôme basé sur la réhabilitation, donc suivi par Jacques Allégret et Georges Morios. J'ai enseigné pendant une dizaine d'années à la Défense. Nous faisions un groupe avec Patrick de Maisonneuve, rejoint par Patrick Rubin. Et la troisième année, nous avions un enseignement de réhabilitation qui ne couvrait pas toutes les élèves, parce que il y avait 150 élèves par année. Et donc, nous étions choisis par les élèves. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des professeurs, on était un peu au banc des professeurs, mais à la fin, les élèves nous disaient « Ah ben c'est la première fois qu'on fait de l'architecture ». Donc, voilà. Et j'ai continué après en étant titularisée à Paris-La Défense, à Marne-la-Vallée. Et là, j'avais un cours, mais de quatrième, cinquième année. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'entre 2008 et 2016, nous faisions un concours. Mes élèves participaient volontaires à un concours. Et ils étaient par groupe de 2 dans une équipe pluridisciplinaire. C'était un concours qui était mené avec d'autres écoles, au départ central, et puis après d'autres écoles d'ingénieurs, toujours avec dans l'équipe 2 urbanistes, au départ des urbanistes de la Sorbonne, ensuite des urbanistes de l'Institut d'urbanisme. Après, on a mis dans ces équipes un élève de l'agro, quelquefois des élèves des télécoms. On a essayé des élèves de Dauphine. Ça, c'était impossible à gérer parce qu'ils ne comprenaient pas nos propos. Et ce concours était basé sur de la revalorisation de sites autour d'un bâtiment majeur. Et les sujets étaient donnés par des communautés urbaines, donc des villes ou des communautés urbaines, qui mettaient à disposition énormément de documents, des salles et tout, pour nos élèves. Et c'était extrêmement enrichissant, mais ça s'appliquait de grouper, pas simplement les écoles d'architecture, d'autres écoles et d'autres formations. Voilà. Merci. Y a-t-il... Ah, vous voulez répondre? Ouais, bien sûr. Merci de votre témoignage, mais 50 ans plus tard, on en est au même point, c'est-à-dire que nous, à l'école de la Villette, aujourd'hui, dans le travail de l'HCRS et de la reconfiguration du programme, on est un petit groupe d'enseignants à défendre l'enseignement de l'intervention non existant en licence, et ce n'est pas envisageable pour la majorité des enseignants de projet. Voilà. Donc c'est toujours au banc de l'enseignement. Alors, il y aura certainement d'autres questions, mais j'ai quand même envie d'intervenir. Et je me demande s'il n'y a quand même pas une diversité de situations. Et par ailleurs, bon, j'ai des observations qui vont amener quelques questions. Est-ce que cette absence de module identifié patrimoine, ce module qui serait obligatoire, entre guillemets, est-ce que cette quasi-absence n'est-elle pas au contraire le signe que l'intervention dans l'existant, elle est intégrée partout, en fait,
ailleurs, notamment dans l'enseignement du projet. Parce que quand on met en vis-à-vis là, les deux interventions qu'on a eues ce matin, on observe que les architectes, qui d'après les intitulés des formations et des enseignements, semblent être assez peu formés à l'intervention dans l'existant, ils sont quand même force de proposition en la matière dans un concours tel qu'Europan, et puis on peut l'observer ailleurs aussi. Donc moi je suis quand même frappée par la mise en vis-à-vis de vos deux interventions. Et j'avais d'ailleurs envie de vous interroger sur les sources sur lesquelles vous vous basez, parce que si les plaquettes sont faites pour 5 ans, avec le décalage des vagues d'évaluation, il y a quand même chaque année des nouveaux enseignements qui se créent dans les écoles. Donc ça suppose de suivre chaque année, de relire toutes les plaquettes de toutes les écoles. Donc c'est quand même un sacré boulot de mise à jour. Donc peut-être que, voilà, il y a peut-être une photographie qui a été faite à un instant donné et que, voilà. Et pour aller dans le sens de ma question sur la présence de l'intervention dans l'existant, plutôt dans l'enseignement, y compris dans l'enseignement du projet, je rebondis sur l'importance qui a été mise en évidence par l'intervention de Gabriela du multi ou du transcalaire dans ce domaine-là, et qui vaut aussi pour l'enseignement. Et je pense que la question du patrimoine est entrée ces dernières années dans les écoles aussi par le paysage, par l'urbain, alors évidemment par l'édifice, où vous avez plus insisté sur l'échelle de l'édifice, et même par les matériaux avec toute la question du réemploi. Donc quand on met tout ça bout à bout, moi je me demande quand même si c'est si absent que ça, et je veux par ailleurs faire témoigner de ma propre expérience. Pendant longtemps, j'ai interrogé, alors je fais un sondage qui n'a pas valeur scientifique, mais quand les étudiants arrivent en Master 1, chaque année, pendant longtemps, je leur ai demandé s'ils avaient déjà fait des projets de réhabilitation ou dans l'existant, dans le cadre de leur formation de licence, leur studio. Et pendant longtemps, je leur faisais lever la main et la réponse était soit 0, soit 1. Mais depuis quelques années, c'est 100% des étudiants qui en ont déjà fait. Et aujourd'hui, je pose même plus la question. Donc, voilà. Voilà. Bon, j'ai enseigné à Saint-Étienne et à Grenoble. Je n'ai pas une expérience partout. Hop là. Merci. Donc effectivement, il y a cette question un peu de est-ce que c'est identifié, est-ce que c'est normalisé finalement, parce que donc ce qu'on a vu avec Laure, quand on regarde un peu largement à partir de toutes les disciplines, effectivement, à la base, c'était un peu que les patrimonieux, histoire, qui portaient ça. Et puis, en fait, depuis une quinzaine d'années, avec l'arrivée de la ressource, avec l'arrivée du grand territoire, avec tout ce travail-là, effectivement, tout le monde parle de l'existant. Pour autant, ce que l'on voit aussi, c'est que ça a plusieurs effets. D'une part, un certain discours dans les écoles de dire « Ah, mais on n'a plus besoin de domaine d'études, patrimoine ou existant parce qu'on en fait tous. On en fait tous, donc il n'y a pas besoin. » Ce qui fait qu'il y a quand même le domaine patrimoine de Clermont qui a disparu dans la dernière maquette, celui de Val-de-Seine a été ratiboisé. Enfin bon, il y a un peu ce danger-là. Enfin, danger, effectivement, il y a la question si c'est normalisé, est-ce qu'il y a encore besoin ? C'est une bonne remarque. Voilà. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que effectivement, c'est une vraie demande étudiante, puisque plus de la moitié des PFE dans la plupart des écoles portent sur de l'existant. Nous, ce qu'on porte, et notre engagement fort avec Laure, et là où on est intransigeante sur cette question, c'est qu'on considère qu'il y a un besoin fort d'avoir des outils, d'utiliser les outils du patrimoine, d'utiliser toute la diversité des approches disciplinaires qu'on a dans les écoles pour faire un bon projet dans l'existant. Parce qu'il y a aussi cette question-là, entre un bon projet dans l'existant et un mauvais projet dans l'existant. Mais en fait, là, on sait ce qu'il y a, on connaît la différence. Et que l'approche par des outils du patrimoine, par les connaissances, etc., sont essentielles. Moi, ce que je vois à Val-de-Seine,
En licence 3, il a été mis en place ce projet-là. Là, vraiment, le module, il existe à peu près. On a des transversaux en histoire et en structure où on apporte des choses dans le projet. Moi, mon cours d'histoire, toute la promo, c'est sur l'histoire de la transformation de l'existant, etc. Donc, un programme assez beau. Mais au final, les profs de projet qui sont mis là-dedans, en fait, il y en a un tiers qui ne fait pas de relevé du tout. Et un tiers qui décide du bâtiment les 3 dernières semaines, qui ne les font pas vraiment aller le visiter. Il y en a même un où ils font un projet dans une ville qu'ils ne vont pas sur laquelle ils ne vont pas. Donc il y a ce côté, en fait, oui, il y a un programme très volontariste, et en même temps, comme il n'y a pas de règles, pas de normes, et que finalement tout le monde fait de l'existant, donc est-ce qu'il y a encore besoin d'en parler, fait que on apprend n'importe comment aux étudiants. Et c'est en ça qu'il nous paraît essentiel de mettre un peu des objectifs, des outils, de rappeler ce côté, la transdisciplinarité des approches, les outils du patrimoine, et être intransigeant là-dessus pour pour faire monter en qualité, pour faire monter en compétence nos étudiants sur ces questions-là. Vous parliez aussi de la question de comment est-ce qu'on pouvait un peu prouver ça. Effectivement, il y a eu des instantanés qui ont été faits entre autres à l'école. Gabriella avait montré l'ouvrage « La transformation de l'existant » qui avait été porté par Walter Balducci et Jean-Bernard Kremitzer il y a une dizaine d'années, une petite dizaine d'années, qui a été remis à jour il y a 2 ans par la MICMA, et donc là encore porté par l'école pour le compte du réseau APC. Et donc dans ces instantanés-là, on voit que il y a plein de petites expériences un peu disparates qui n'évoluent pas trop. Moi, j'ai fait, dans le cadre d'un autre article là, que je suis en train de publier pour les CROP, on a essayé de regarder tout ce qui s'est passé, d'extraire tout ce qui s'est passé de ces 10 dernières années dans Taïga, dans plus de la moitié des écoles. Il y a effectivement une arrivée de ces questions-là par le prisme de la ressource, par le prisme. Le mot patrimoine reste à peu près stable, mais les mots réhabilitation augmentent beaucoup, l'existant augmente beaucoup, etc. Donc on voit que ces questions arrivent par plein de biais différents. Et c'est ça qui est génial. C'est cette multidisciplinarité, et qu'on voit très bien avec les éléments de Gabriella, qu'il y a une demande et qu'il y a une volonté. Même si les enseignements ne sont peut-être pas encore à la hauteur des besoins. Et c'est pas parce qu'ils existent qu'ils sont structurés, comme le rappelle Laure. Ce qui est fondamental dans la pédagogie, je pense, c'est aussi de construire un socle critique commun qui donne une vision complète des choses. Et donc, c'est pas le fait qu'il existe des enseignements dans les écoles qui sont dispersés et qui sont portés par des personnes et non pas par des programmes pédagogiques entendus qui fait la différence, en fait. On a bien conscience qu'il y a plein d'expériences. Et heureusement. C'est bon. Y a-t-il des demandes de parole? François, on t'écoute. François Fleury. Je me demandais si dans les concours européens, on a un retour d'expérience un peu formalisé. C'est-à-dire que tu nous présentes des postures, des concepts, des projets qui ont tous des intentions tout à fait intéressantes. Et voilà, toujours un petit peu par rapport à ce dada du retour d'expérience qu'on pourrait faire. Est-ce que on revient après, je sais pas, 5 ans, 10 ans, 15 ans après la réalisation de ces projets? Est-ce qu'on est capable d'en apprendre quelque chose pour voir ce qu'on en fait concrètement voilà, pour éclairer les architectes? Oui, alors c'est le but. Il faut peut-être que je précise effectivement d'où je parle, parce que ça j'ai effectivement oublié de le dire. Moi, depuis quelques années, depuis 2018, je suis experte pour Europan, donc on fait des expertises de sites, de projets, et moi j'ai parlé que d'un site récent, donc évidemment que j'ai pas de retour là-dessus. C'est le dernier que j'ai suivi et j'aimerais bien le suivre un peu dans le temps, et je suis en train d'en suivre un autre que j'ai expertisé il y a
en 2020, je dirais. Donc c'est court parce qu'en fait on parle de projets qui s'étalent sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et il me faut toute ma carrière pour pouvoir, en effet, pouvoir en dire quelque chose. Mais après, Europan, c'est pas que moi, hein, évidemment, je suis juste une miette là-dedans. Mais Europan suit, justement. Il y a ce qu'on appelle les suites, c'est-à-dire les experts Europan suivent les projets jusqu'à la mise en œuvre, qui n'est pas facile du tout. Il y a plein de projets qui tombent à l'eau, il y a plein de projets qui n'ont pas de suite, et il y en a qui, heureusement, se réalisent la plupart des fois en petite partie. Et le premier que j'avais montré, c'est le projet de Saintes, effectivement, qui a été un cas d'école, très publié au moment du concours, très publié après, où le projet a évolué vraiment aussi dans le sens du réemploi. Ça a été vraiment un peu un cas d'école aussi là-dessus, et de la réhabilitation de l'existence. C'est-à-dire que c'est une opération, on peut peut-être éventuellement mettre l'image, même si c'était très synthétique, où effectivement, là, voilà, il s'agissait d'un secteur qui était déjà dans un contexte patrimonial où les jeunes architectes de l'époque, qui sont plutôt des architectes affirmés aujourd'hui, ont fait de la réhabilitation, de la construction neuve en cœur d'îlot, et en plus en partant du réemploi des matériaux qui étaient sur site, ce qui n'était pas prévu dans l'idée originaire du projet. Donc c'est vrai que c'est des projets qui se donnent le temps d'évoluer aussi, d'être négociés avec les acteurs et d'être plus sur le site, parce que c'est vrai que la phase de concours, en général, il y a des visites organisées, mais c'est vrai que c'est vraiment l'idée qui est primée et la démarche. Mais après, il faut du suivi pendant des années. Et par exemple, l'architecte, là j'ai oublié le nom, l'agence, a été interviewé récemment, enfin pour les 30 ans, c'était en 2018, et il est revenu sur cette expérience-là. Il y a plusieurs publications qui reviennent sur les expériences. Donc, Europan a 35 ans à peu près. Il y a déjà des retours, et il y aura des retours si on continue de suivre. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est vraiment aussi une sorte de photographie des évolutions, des visions culturelles, architecturales, sur une période assez longue. Et à l'échelle européenne aussi. C'est ça qui est intéressant, parce qu'il y a beaucoup d'échanges voilà, dans ce réseau de chercheurs, parce que vraiment, le concours, c'est qu'une partie. Et il y a beaucoup de réflexions théoriques et publications, non seulement de catalogues, c'est aussi des analyses. Donc voilà, il faut suivre un peu sur la durée. Et question du coup, c'est quelle posture qui gagne? Ça dépend des fois? Ça dépend de plein de choses, parce qu'en fait, le jury, c'est à la fois des experts nationaux et internationaux et les acteurs locaux. Donc, il faut que le projet sache conjuguer une posture innovante, parce que c'est un concours qui vise l'innovation, mais aussi qu'il sache interpréter le local. Et là, en fait, quand j'assiste au jury, c'est marrant. Je fais mon expertise, puis le débat est lancé, et ça peut être vif. On pourrait aussi, excuse-moi Anne, on pourrait aussi poser la question à l'enseignement, c'est-à-dire que on met en place des tas de dispositifs super intéressants, dont on va avoir des exemples aussi dans ces 2 journées. Et comment est-ce qu'après, on est capable de se dire ça marche pas, comment est-ce qu'on fait un retour d'expérience et qu'on arrive à petit à petit aller vers une amélioration continue de l'enseignement et de la pratique architecturale. Il y a déjà les évaluations étudiantes, en fonction de comment elles sont faites, de manière plus ou moins pertinente, et plus ou moins relues après. Donc ça peut donner un peu une visibilité. Et puis, on le voit aussi dans quels groupes sont demandés les années suivantes. Parce qu'en fait, c'est complètement du clientélisme. Après, avec cette blague du clientélisme, que effectivement, nous, là, en semestre 5 à Rouen, à Val-de-Seine, le seul groupe qui proposait un voyage, même s'ils proposaient rien sur l'existant, ils ont été très très demandés. Donc voilà, il y a un petit peu un côté clientéliste, effectivement, mais
Après, oui, moi je pense beaucoup au regard des étudiants qui reviennent et qui en demandent et qui travaillent là-dessus. Et on le voit bien effectivement dans le fait que la plupart des projets de PFE, finalement, portent sur l'existant. Donc il y a vraiment cette demande-là, cette envie-là. Et du coup, c'est à nous de leur apporter les outils. Mais il faut qu'on les ait, effectivement, avec la question de... Voilà, nous, on allait chercher nous, on allait se former à l'étranger, et on est relativement jeune dans le corps enseignant. Donc, il y a un peu cette question-là de monter en compétence dans les générations qui viennent, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Bonjour, Mélanie Meignier-Philippe. Moi, je suis architecte et enseignante à l'école d'architecture de Lyon. Donc, je partage tout ce que vous avez dit sur le côté pédagogique. Et du coup, ça m'interroge en fait sur... vous parlez des moyens, bien évidemment, et des modalités pédagogiques en fait qu'il faut quelque part changer en atelier ou autre pour arriver à aller sur le terrain, le relevé, le diac. Enfin voilà, c'est ce qu'on présentera aussi demain, donc je n'en dis pas plus. Mais est-ce que par rapport à votre étude un peu historique sur l'évolution, est-ce que justement dans les premières formations, alors que ça soit... Beaux-Arts, Chaillot, dans l'évolution de l'enseignement, est-ce que justement vous avez des indications ou des sources qui précisent comment c'était enseigné à l'époque? Vous parliez d'étaiement, technique d'étaiement, etc. Est-ce qu'en fait c'était des choses purement théoriques dans des traités, dans des livres, etc. Ou est-ce qu'il y avait un rapport au terrain important? Je pense que ça peut éclairer aussi sur si on n'a pas les moyens, comment on fait pour enseigner l'existant si on est obligé de rester en amphi, par exemple? Oui, Oui, l'enseignement de Chaillot est théorique, mais quand même, il y a le projet... Alors, non, c'est plutôt pour le concours d'architecte en chef. Il y a un travail sur le terrain. Il faut relever un monument et en proposer la restauration et avec tout ce qui est étaiement, technique constructive, etc. Donc, c'est un enseignement théorique de la pratique et du concret. Mais je pense qu'ils ont en tout cas ça fait au moins 15 ans que Chaillot se déplace chaque année sur des sites pour relever intégralement des ensembles architecturaux et urbains, parce qu'ils ont les deux échelles comme sujet d'étude. Mais à Chaillot, ils avaient l'autre élément qui est que c'était des praticiens, c'est encore aujourd'hui des praticiens, c'est-à-dire que c'est un post-diplôme, donc en fait ils travaillent déjà à côté, ils ont les mains dedans. Alors que l'idée de faire descendre en master voire en licence fait qu'on est avec un public beaucoup plus jeune et on le voit bien, tous les enseignements de STA où on va ici c'est un grand enjeu de faire fabriquer des briques aux étudiants et des structures en bois, etc. Et c'est génial. Et ça, du coup, ça leur permet de mettre les mains vraiment à la pâte. Mais ce qui n'existait pas il y a... nous, il y a 20 ans, quand on a fait nos études, on allait 2 jours à l'île d'Abo, et puis c'est les seules fois où on a touché quoi que ce soit. Toi, même pas, en plus. Donc, c'était un peu Donc, c'est le fait de redescendre dans la maquette qui oblige à apporter plus de pratique, effectivement. Ils se battent pour poser les questions. En fait, moi, je pose la question sur s'il y a une analyse de retour d'expérience entre avant et après. Quelles sont les retombées professionnelles, par exemple? Est-ce qu'il y a une étude, une interrogation des étudiants déjà diplômés qui ont travaillé ou étudié dans les domaines d'études qui imposent l'intervention sur l'existant? Et puis, deuxième question, c'est que quelle est la place de l'interdisciplinarité? Aujourd'hui, toutes les écoles d'archi, ils revendiquent en fait que on a de plus en plus des profs de différents champs disciplinaires dans l'atelier de projet. Mais aujourd'hui, la réalité, par exemple, dans notre école, en PFU, il n'y a que, peut-être dans le domaine d'études transforme, mais en quelques heures, peut-être on a quelques heures en PFE, en atelier de projet, c'est toujours quelques heures. Est-ce que vraiment l'architecte praticien, aujourd'hui seul, elle est capable d'enseigner l'intervention sur l'existant? Vous avez évoqué la question de l'aspect patrimonial, mais il y a d'autres aspects constructifs et paysagères, la prise en compte du patrimoine naturel. L'architecte seul ne peut pas apporter ses connaissances. Mais est-ce qu'il y a des études sur les résultats de l'application de l'interdisciplinarité au sein des écoles d'archi?
Le résultat, je ne suis pas sûre. Alors, sur la question des retombées des étudiants, moi, je le vois par exemple dans le cadre, j'enseigne en DSA patrimoine à l'école de Belleville. Et il y a, quand est-ce qu'on a commencé? Il y a une petite décennie. Non, quand même pas. Quand on a commencé à enseigner, c'était des jeunes diplômés de l'école qui voulaient se former sur le patrimoine, sur la question du patrimoine. Là, ces 2-3 dernières années, on a des praticiens de plutôt 30, 40, voire 50 ans qui travaillent sur l'existant dans des agences depuis pas mal de temps et qui veulent aller plus loin, qui voient bien qu'il leur manque des outils, qui voient qu'il leur manque un cadre théorique et qui viennent le chercher en DSA. Alors, ils viennent aussi chercher le diplôme, puisque pour pouvoir travailler sur les monuments historiques, donc sur les monuments historiques jusqu'à la loi de 2009, il fallait être architecte en chef des monuments historiques pour pouvoir travailler sur les monuments historiques. Depuis 2009, il suffit d'avoir un DSA patrimoine et 10 ans d'expérience. Et donc, effectivement, ça élargit beaucoup la publicité de ces DSA. Donc, les DSA de Belleville et de Chaillot ont un regain de demande là-dessus. Mais voilà, moi, vraiment, l'année dernière, j'étais très marquée par la population étudiante qui, de plus en plus, venait en me disant, voilà, moi, je viens pour avoir un cadre théorique et les outils, parce que je les ai utilisés là en agence, machin, je voudrais être vraiment au point là-dessus. Donc c'est pas mal. Et puis pour la question de la transdisciplinarité dans le projet, je pense que c'est extrêmement fort et extrêmement nécessaire pour voir aussi, pour donner aussi, parce que de toute façon le métier d'architecte c'est transdisciplinaire. Enfin voilà, sur un chantier il y a des BET, il y a des économistes, il y a des, donc l'architecte ne travaille jamais seul, donc voir que dans l'enseignement aussi on ne travaille pas seul, c'est essentiel. Et on en revient à la question des moyens qu'ont les écoles d'architecture pour mettre en place cette transdisciplinarité. Tu le disais bien, ici vous avez une 20aine d'heures dans les projets, c'est aussi le cas dans d'autres écoles, où on n'a vraiment pas assez de temps pour faire venir les autres disciplines dans le cadre du projet. Excuse-moi, je me permets, Anne, parce que sur ce sujet, la question c'était est-ce que on pourrait poser la question, est-ce que pour enseigner l'intervention sur l'existant, l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité a une valeur ajoutée plus grande que quand on enseigne la construction neuve, parce que la construction neuve s'insère dans un système productif où architectes et ingénieurs peuvent ne pas se parler, alors que peut-être c'est moins le cas dans l'intervention sur l'existant. Oui, c'est sûr. C'est fondamental, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, par exemple, intervenir sur un bâtiment existant si on n'a pas une culture historique des styles, des formes, mais aussi des modes constructifs, puisque, en fait, sinon on ne sait pas comment réparer. Si on ne sait pas comment fonctionne une voûte en pierre, on ne va pas pouvoir intervenir dessus. Donc pour ça, on a besoin du constructeur et de l'historien, obligatoirement. Et puis certainement d'autres, quoi. Mais en tout cas, pour moi, l'histoire et la construction, c'est... Et puis fondamental. Au territoire et le rapport au territoire, au quartier, même dans un projet nouveau, on s'inscrit dans un site, on s'inscrit quelque part, et puis dès qu'on veut faire une structure un peu bizarre, on est obligé d'avoir un prof de structure. Enfin, voilà, donc on n'est jamais seul. Et heureusement. J'en pose une. Ok. Oui, en fait, j'aurais une question à la fois pour moi et peut-être pour. Donc, oui, pardon. Théo Vinceslas, enseignant-chercheur ici à l'école en STA. J'aurais une question, donc je disais à la fois pour moi mais aussi pour les étudiants qui sont ici en nombre. On a beaucoup évoqué Chaillot, vous l'avez beaucoup évoqué, vous l'avez présenté d'un point de vue historique en disant que c'était au début l'un des seuls, enfin peut-être même le seul établissement enseignant sur l'existant, et donc présenté d'une façon où dans votre propos on percevait le fait que c'était peut-être assez complet sur le sujet, et aujourd'hui est-ce que ça l'est toujours? Et en fait ma question elle est un peu double, dans le sens où est-ce qu'il y a selon vous, après ce regard historique, un idéal de l'enseignement sur l'existant, et est-ce qu'il y en a qui s'en rapprochent plus que d'autres? Voilà. Est-ce que vraiment on veut se fâcher dès ce matin? Sur Chaillot, il y a plusieurs problématiques. D'une part, effectivement, c'est du post-diplôme, donc ça ne concerne pas tout le monde, alors que nous, on considère qu'il faudrait que ce soit enseigné à tout le monde. Chaillot a toujours eu un point de vue très
très grand patrimoine, le vieux très grand patrimoine. Et ils commencent tout doucement à accepter intellectuellement que peut-être l'architecture 19-20e est peut-être du patrimoine et que les centres-bourgs, ça peut être intéressant, etc. Donc c'est quelque chose qui arrive très lentement à Chaillot, mais qui maintenant ils le prennent à bras-le-corps. Pour le coup, ces dernières années, dans le nouveau programme pédagogique, ils le prennent vraiment à bras-le-corps. Mais c'est aussi pour ça que lorsque le DSA Patrimoine s'est fondé à Belleville, eux, ils sont partis sur l'architecture 20e, par exemple. Parce que c'était la partie qui leur semblait essentielle à mettre en valeur, même s'ils enseignent aussi un peu de grand patrimoine sur un semestre, etc. Est-ce qu'ils ont le programme parfait? Je ne sais pas trop. Après, il y a aussi, on revient sur cette question c'est fait pour du post-diplôme, donc ils partent du principe que les étudiants connaissent déjà beaucoup de choses. Alors que nous, il y a la question il faut tout apprendre, et l'apprendre le plus tôt possible, et le mieux possible, et de manière la plus complète aussi. Peut-être de manière un peu techniciste, ils ont les bons outils et les bonnes méthodes, mais ils ont un prisme qui est trop réduit par rapport aux enjeux actuels. Voilà. Et déjà, très réduit sur les enjeux actuels, pas du tout, les matériaux biogéosourcés, c'est très très rapide, mais surtout, ils n'ont pas non plus trop de réflexion sur la question de l'intervention. Donc la question sociale, alors là ça n'existe pas, mais surtout sur la question doctrinale et qu'est-ce que ça donne et la conséquence des travaux de l'architecte en fait. Donc Françoise Chauvet faisait un super cours, mais qui restait très théorique et attaché au cours et sans rentrer dans qu'est-ce que ça donne en pratique, qu'est-ce que ça donne, quelle histoire on donne en fait, parce que c'est aussi le concept de quand on restaure, quand on fait une intervention dans l'existant, on change l'histoire du bâtiment, on lui apporte une nouvelle étape. Et ça, à Chaillot, c'est complètement mis sous le tapis. Enfin, on restaure à l'identique et tout va très bien, etc. Alors que c'est un engagement essentiel. Et il y a toute une réflexion théorique là derrière où il faut... Oui, bonjour, Amaury, étudiant. Non, mais je me demandais... en gros, est-ce que c'est possible de travailler sur l'existant, d'enseigner l'existant, etc. En fait, ce qu'on a beaucoup quand même dans les écoles, c'est un cadre qui est très théorique, mais ça, a priori, c'est normal, quoi. Mais en fait, qui est souvent très abstrait et sorti du monde, en fait. Et est-ce que c'est possible d'enseigner vraiment l'existant sans être en contact avec l'existant? Et je parle même pas que de l'existant, les bâtiments, etc., aller sur le site, relever et tout, mais en fait, en vivant quand même une énorme partie du temps coupé de la société, quoi, du monde existant au-delà du strict bâtiment comme objet, mais juste, en fait, l'existant, c'est quand même tout un contexte social, etc. Et j'ai l'impression que les études d'architecture, elles sont dans une dynamique qui nous isole vachement en fait de la société dans laquelle on vit, quoi, qui nous en extirpe, que ce soit par le temps de travail. Enfin, on nous dit tout le temps sortez, allez voir des trucs, etc., allez des expos, machin. En fait, la vérité, c'est que tout est quand même fait pour que ce soit pas réellement possible, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que est-ce que c'est possible de travailler qualitativement sur l'existant en faisant ça, et même est-ce que c'est possible de voir de l'existant dans des amphis, etc., mais en n'ayant aucun moyen, on revient encore sur l'argent, c'est un sujet que j'aime bien, mais pour juste aller visiter des choses, aller les comprendre, aller en contact avec le monde, est-ce que c'est vraiment possible de faire ça? C'est ça que je me demandais un petit peu. Et y compris sur la question de la transdisciplinarité, etc. Est-ce que en fait c'est possible de vraiment travailler l'existant de façon pertinente en maintenant la division des disciplines telle qu'elle existe dans le système universitaire, quoi, UE1, UE2, machin, avec des petites notes bien définies entre chaque discipline, avec des petits partiels, etc. Et j'ai l'impression que ça, c'est une limite, enfin que le cadre qui existe, il est une limite qui empêche d'avoir une réflexion complète sur l'existant et sur sa transformation. Et même juste quand on voit, on peut dire on enseigne l'existant, etc. et tout, on fait des cours de théorie sur l'existant, mais du coup, il se retrouve hyper décorrélé de la pratique qu'on a au sein du projet, de tout un tas de connaissances historiques, etc. qu'on peut avoir qui finalement ont du mal à se mettre en lien. Et même au-delà de ça, j'ai l'impression que quand même si on enseigne l'existant, etc., c'est un peu vu comme un bonus ou une alternative à plein de choses, mais que quand même le fond de la théorie qui est toujours enseigné dans les écoles, c'est quand même le modernisme, et que je me demande si ça, c'est pas aussi tout ça, j'ai l'impression que ça forme un peu un tout, et du coup, je sais pas ce que vous en pensez, quoi. Je me permets, comme j'ai le micro, et qu'il est 11h moins 1,
et que je pense qu'il est important de respecter le café, je me permets du coup de garder la parole en prévenant que je vous la redonnerai plus. Et je veux juste témoigner, alors je ne sais pas en quelle année tu étais étudiant. Ouais. Moi, je suis un peu intriguée là de la discussion qu'on a depuis une demi-heure qui monopolise comme modèle essentiellement Chaillot, et ce qui me laisse penser qu'on parle peut-être pas tous de la même chose, même si vous avez fait l'effort d'essayer de clarifier l'évolution, enfin les différents termes et l'évolution des termes. Moi, je suis quand même un petit peu surprise parce que je pense pas que les enseignements à développer dans les écoles pour enseigner, enfin pour accompagner les étudiants dans des projets dans l'existant soit le modèle de Chaillot, en tout cas pas que. Et je voudrais juste témoigner de ce qu'on fait nous dans le parcours de master que je co-anime à Grenoble avec mon collègue Nicolas Dubu. En deuxième année, donc en PFE, parce que nous on fait les PFE sur les 2 derniers semestres, eh bien on indique d'entrée de jeu à nos étudiants qu'ils ne feront pas de neuf dans leur projet, et que si jamais ils doivent être amenés à en faire, il faudra en tout cas qu'ils construisent toute une argumentation pour expliquer pourquoi ils le font. Et par ailleurs, 100% des PFE sont sur des territoires on leur donne le choix entre 3 territoires, mais c'est nous qui préparons les territoires parce que tous les PFE se font en partenariat avec les collectivités locales, avec les acteurs de terrain et avec les habitants. Donc je trouve, enfin j'ai le sentiment qu'il y a alors je dis pas que tous les PFE de Grenoble sont comme ça, mais en tout cas tous ceux de notre parcours qui représentent 1/7 des PFE de Grenoble, et je pense qu'il y a quand même des choses qui se font. Je dis pas que tout est parfait parce qu'il y a un tel décalage entre les pratiques des enseignants de projet et puis les évolutions nécessaires que, bien sûr, il va y avoir un petit peu de temps. Il y a les produits de la recherche qui arrivent. Il y a l'expérience des enseignants qui est en train d'évoluer. Et effectivement, je pense qu'il faut encore un petit peu de temps pour que tout ça soit très efficace. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a plein de beaux projets qui se font dans l'existant. Je vous invite à aller les visiter, à commencer par tout à l'heure. Et ça va aller aussi dans le bon sens. Voilà, excusez-moi d'avoir monopolisé la parole pour terminer, mais ça va nous permettre d'aller prendre le café. Merci pour cette session fructueuse. On se retrouve à 11h15 à l'amphi.